Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, le mouvement de reddition des combattants de Boko Haram à l'armée camerounaise préoccupe des spécialistes des questions sécuritaires. Ils sont une soixantaine à ce jour, ex-alliés de la secte islamiste Boko Haram, à avoir, disent-ils, retourné leur veste. Des retours volontaires à prendre avec des pincettes selon ces spécialistes des questions de sécurité qui craignent que le Cameroun s'expose là à une nouvelle stratégie de dissimulation de la part de la secte islamiste. Ils plaident pour une meilleure prise en compte de ce dossier stratégique par les pouvoirs publics. À suivre également dans cette édition du journal un grand reportage sur le quotidien des détenus de la prison centrale de Nouvelle à Douala, l'une des prisons les plus peuplées du pays. Des témoignages exclusifs, des images rares. Les caméras d'Equinox Télévision sont allées là où aucune autre ne s'était aventurée jusqu'ici. Vous entendrez cette immersion dans cet univers carcéral dans cette édition du journal. Et puis hors de nos frontières, l'opposition ne décolère pas en République démocratique du Congo. Elle rejette donc le calendrier, le nouveau calendrier électoral, et accuse la commission électorale d'user de manœuvres pour permettre au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'à la fin de l'année. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. C'est un phénomène devenu récurrent depuis plusieurs semaines à l'extrême nord du pays. Des anciens combattants de Boko Haram qui décident donc volontairement de se rendre à l'armée camerounaise. Ils sont une soixantaine de familles à ce jour, soit près de 350 personnes à avoir, disent-ils, changé de camp. Sauf que ce mouvement de reddition inquiète les spécialistes des questions sécuritaires qui évoquent de possibles stratégies de dissimulation de la part de la secte islamiste Boko Haram. Ils évoquent des attaques que pourraient perpétrer ces nouveaux membres devenus donc des alliés du camp camerounais. Ils fustigent également la gestion de ce dossier par les pouvoirs publics. Des précisions dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Guizogo. Le mouvement de reddition des combattants de Boko Haram aux autorités camerounaises prend de l'ampleur. À ce jour, ce sont une soixantaine de membres de cette secte et leurs familles, soit au total près de 350 personnes qui se sont rendues. Le docteur Raoul Soumo, enseignant à l'université de Yaoundé 1, spécialiste des questions de sécurité transfrontalière, explique ces redditions par l'affaiblissement notoire de Boko Haram. C'est la preuve même de ce que les efforts déployés par les États de la sous-région portent. Il y a un déséquilibre capacitaire qui fait qu'aujourd'hui la secte est dans l'incapacité de mener des actions frontales contre les positions des forces de défense et de sécurité des différents pays. De même, la secte est dans l'incapacité d'utiliser, comme par le passé, les engins explosifs et improvisés. Pour autant, il indique qu'il faut prendre ces retours à la normale des combattants de Boko Haram avec prudence. Il est fort à craindre que ce retour se situe au moins dans le cadre d'une stratégie de dissimulation parce que, voyez-vous, Boko Haram a une grande capacité d'agir en dégradé. Cela, selon lui, du fait que quelques cas incitent à se montrer réservés. Une jeune fille qui a été accueillie récemment par sa famille à bras ouverts, mais au bout de 2-3 semaines, elle a égorgé ses deux petites sœurs et elle a bu le sang. Je crois que, voyez-vous, c'est des gens qui ont vécu pendant 3-4 ans dans le cadre d'une barbarie énorme, d'une sauvagerie énorme. C'est des gens qui ont vécu dans l'anarchie la plus totale. Il faudrait qu'ils se réadaptent. De la sorte, il en conclut que l'approche du Cameroun sur la gestion de ce dossier est loin d'être rassurante. Les autorités camerounaises, contrairement aux autres pays de la sous-région, n'ont pas mis un cadre, une philosophie justement qui encadrerait ces retours volontaires. Et je crains au bout du compte que ce qui peut apparaître comme étant une très bonne nouvelle s'avère être une bombe que nous sommes en train de fabriquer. Au final, soutient-il, il y a lieu de cerner autrement cette question.
Ce qu'il faut, c'est mettre en place un cadre légal qui définirait la philosophie même des retours des uns et des autres. Il faudrait également prendre en compte la trajectoire individuelle de tout un chacun. Voyez-vous, il y a qui sont partis pour des raisons idéologiques, avec eux c'est plus compliqué, mais il y a également qui sont partis pour des raisons économiques. Vous savez, ce programme devrait être le résultat d'une démarche réflexive. Des mises en garde qui, pour l'instant, sont loin des options du gouvernement dans ce dossier. Alors, Parlons de toute autre chose à présent. Les militants du RDPC se sont joints aux populations de Dokura-Karaï dans le Mayo-Sava, c'est dans la région de l'extrême nord, ce 6 novembre pour exprimer leur mal-être. Les meetings et autres rassemblements du parti au pouvoir, le RDPC, pour célébrer les 35e anniversaire donc de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême dans cette partie du pays, n'ont pas attiré grand monde et n'ont pas prospéré. Ces militants ont saisi cette occasion pour dire un ensemble de difficultés qui traversent au quotidien. Des précisions dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangaou et Amadou Daïro. Portant des chaises sur la tête, d'autres à la main, les populations de Dokura-Karaï, dans le Mayo-Sava, marchent dans les rues du village pour exprimer leur mal-être. À ces villageois, se sont joints des militants du RDPC qui ont abandonné les meetings et autres rassemblements du 6 novembre. Ici, l'objectif est le même, revendiquer des routes bitumées, de l'eau potable, l'accès à la scolarité et surtout les moyens de lutte contre l'insécurité avec la présence de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Ce 6 novembre 2017, jour de la célébration des 35 ans de la session de Paul Biya à la magistrature suprême, la localité de Dokura-Karaï a aussi vibré au rythme de la contestation par certains élus des agissements des élites qui ne se soucient pas du développement du village. C'est ce qui a motivé le député Djamara Loursantou à marcher aux côtés des populations. Est-ce que vous avez vu la fête? C'est un répondant. Ces militants ont compris la détresse avec ce qu'on vit à l'extrême nord. Certains qui se croient manipuler l'opinion ont voulu prendre l'espoir de dessus sur eux. Nous disons non à cela. Après cette manifestation, les populations de Dokura-Karaï espèrent que leurs revendications seront désormais prises en compte. C'est l'une des innovations proposées par le projet de loi des finances 2018 qui sera donc examiné dès le 14 novembre prochain à l'Assemblée nationale. Il s'agit du paiement de la taxe foncière en même temps que votre facture d'électricité. Une innovation qui, comme les autres contenus dans ce projet de loi, vise à élargir l'assiette fiscale, cela au détriment de l'amélioration des conditions de vie des populations. Plus de précisions avec Donald Agnouzoa et Innocent Abega. Le projet de loi des finances 2018, bientôt soumis à l'approbation du législateur, fait la part belle au domaine fiscal. L'État diversifie davantage le recouvrement des impôts. Je vais vous prendre quelques exemples. Le premier exemple majeur, c'est que le timbre au niveau de l'aéroport, pour tous ceux qui voyagent à l'international, le timbre qui était à 10 000 francs passe à 20 000 francs. La deuxième chose, c'est au niveau de l'exportation, qui était de 0,45% au niveau des entrées informatiques, qui passe pratiquement à 15 000 francs par pièce. L'autre innovation, c'est au niveau de la taxe foncière. Pour rendre plus efficace le recouvrement de la taxe foncière, le gouvernement s'apprête à coupler l'acquittement de cet impôt au paiement mensuel des factures d'électricité. Le législateur entend percevoir la taxe foncière lors du règlement des factures d'électricité. Ainsi, nous quitterons d'une base qui est annuelle, parce qu'il faut le dire, la taxe foncière est due le 1er janvier de l'exercice qui suit, et est acquittée au plus tard le 15 mars. Maintenant, avec cette réforme-là, la taxe foncière sera due par 12e. Donc chaque fois que vous payerez votre facture mensuelle d'électricité, la société de distribution d'électricité percevra le 12e de la taxe foncière qui est due sur vos propriétés. Un mode de règlement qui appelle à la vigilance des locataires. Pour les locataires, ils devraient faire beaucoup plus attention maintenant et produire leur contrat de bail enrichi pour qu'ils ne soient pas appliqués la taxe foncière de leur bailleur.
Le projet de loi de finances 2018, qui a également l'intention de privilégier les projets prioritaires en cours dans les infrastructures, pourrait laisser à la traîne l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes à une échéance importante. Nous allons embrasser aussi bien les compétitions, l'organisation de la CAN, les élections générales, présidentielles et autres. Ça nécessite beaucoup de moyens. Donc on se rend compte que l'objectif n'est pas de booster l'économie, mais l'objectif est plutôt de satisfaire aux engagements futurs qui attendent l'État. Donc c'est davantage un budget de consommation qu'un budget d'investissement. Or, quand on a un budget d'investissement, il n'est pas à espérer que cela ait un impact sur le panier de la ménagère. Il ne reste qu'à attendre l'issue de la session parlementaire du mois de novembre consacrée à l'étude et au vote du budget de l'État pour l'exercice 2018. En santé à présent, du sourire enfin pour 7 femmes guéries de fistules obstétricales à Douala. Il s'agit de ces désormais ex-patientes de Mercy Ship, le bateau humanitaire en séjour au Cameroun depuis août dernier. Ces dernières pourraient regagner leur domicile enfin et heureuses. Un espoir tout de même pour cette campagne humanitaire qui avait été très controversée à son début. Flavien Dongo. Des mélodies qui dégagent la joie. C'est pour célébrer la sortie d'hôpital de 7 femmes guéries des fistules obstétricales à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa à Douala. Georgette, la trentaine, se souvient des moments de honte qu'elle a passés et qu'elle renvoie désormais au calendrier grec. J'ai souffert avec la maladie sur 8 mois. On m'a opéré 2 fois. Et voici, présentement, je donne vous sans couche. Tous les jours, je porte les couches. Et voici, devant vous, c'est sans couche. Comme Georgette, 6 autres femmes venues du septentrion et après avoir passé 2, 14, 15, voire 20 ans de maladie, sont guéries grâce à l'opération Mercy Ship. Et c'est en langue vernaculaire qu'elles manifestent leur joie. Elle dit qu'elle a souffert de cette maladie, ça fait 15 ans. Donc, opération 3 fois. Elle remercie notre gouverneur. Elle dit qu'elle a souffert avec cette maladie, ça fait déjà 14 ans. Tout en fustigeant les actes humains qui conduisent aux fistules obstétricales, le gouverneur de la région du littoral a relevé que c'est une première victoire contre cette pathologie qui suit les femmes. On a du mal parfois à convaincre beaucoup de mamans qui souffrent de cette pathologie à venir, n'est-ce pas, subir cette opération salvatrice. Mais qu'effectivement, il y en a qui trouvent guérison avec l'intervention de Mercy Ship au Cameroun. Pour l'heure, 11 autres malades de cette pathologie viennent de subir des opérations chirurgicales sur la 60aine enregistrée dans cette formation sanitaire. Les portes de Mercy Ship restent encore ouvertes pour des femmes souffrantes des fistules obstétricales, car 500 malades sont attendus. Par rapport à cette pathologie, les portes restent encore ouvertes et nous souhaitons ainsi que tout le monde puisse ainsi convaincre encore ces personnes hésitantes. Vous avez vu des mamans qui en souffrent depuis 20 ans, depuis 15 ans, qui trouvent guérison aujourd'hui. Dans la page magazine de ce soir, nous faisons une immersion dans un village de la région du littoral, le village Misselet, situé précisément dans le département de la Seine-Maritime, une localité réputée pour ses activités liées à la pêche. On y rencontre en effet beaucoup de pêcheurs, un fait qui contraste quelque peu avec les origines de cette localité, puisque Misselet en langue locale veut tout simplement dire banane plantain. L'on découvre cette petite localité où il fait bon vivre, selon nos guides de ce soir, Gladys Tidje et Rodrigue Ngassi. Misselet est une localité située dans l'arrondissement de la Dibomba, département de la Seine-Maritime. Ici, la pêche est la principale activité. Sur les berges de la Dibomba, les pirogues sont disposées par dizaines. Quand le poisson se fait rare, les pêcheurs vont à la recherche du sable en profondeur. J'ai préféré sabler parce que je n'ai pas eu d'autres solutions à faire. Je n'ai pas fait la culture banane plantain parce que manque de financement, le terrain. Si j'ai le terrain et que j'ai le soutien, que j'ai le financement, je vais me jeter dans ça. Le manque de financement, l'absence de terre, décriée par ce pêcheur.
Il est rare d'apercevoir des champs de bananes ou de bananes plantains à Missolé. Pourtant, le chef de ce village rassure, la terre est disponible. Il a d'ailleurs initié une campagne de sensibilisation pour édifier les populations sur l'importance de la banane plantain, sa richesse nutritionnelle et sur les techniques de sa culture. Missolé veut dire banane plantain mûr. J'ai donc décidé de faire de Missolé le village de la banane plantain mûr. Pourquoi j'ai choisi cette période pour lancer la banane plantain mûr? Missolé se trouve à 2 km du stade de Japouma. Ma vision est de faire de la canne que Missolé soit le creuset de nourriture pour ceux qui viendront à la canne. Pour réussir la culture de la banane plantain, il faut un minimum de connaissances, tant il existe diverses variétés et les techniques d'entretien doivent être maîtrisées. Le Centre africain de recherche sur bananier et plantain est venu accompagner les autorités traditionnelles dans leur volonté de sensibiliser les populations sur l'intérêt qu'il y a à s'investir dans la filière plantain. Nous leur avons donné toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les technologies qui ont été développées par le CARDAP, notamment dans la production de semences, dans les itinéraires techniques pour reconduire les plantations. Dans la perspective de la Cannes Cameroun 2019, la localité de Missolé compte apporter sa contribution. Elle passe par la culture de la banane plantain, qui pourrait être commercialisée sous plusieurs formes. Cette initiative, au-delà de générer des revenus, vise aussi à restituer au village Missolé la plénitude de son nom. Et si vous passez par la Sanaga maritime, faites un tour à Missolé, vous goûterez sans doute à de la banane plantain locale. Je vous l'annonçais en titre, c'est ce grand reportage ce soir des détenus de la prison centrale de New-Bel. Comme vous ne les avez jamais vus, sans doute pour la première fois, des caméras de télévision ont réussi à aller capter la réalité de l'univers carcéral dans cette prison. Des images donc et révélations exclusives, des témoignages poignants du quotidien des détenus de la prison centrale de New-Bel. C'est l'une des prisons les plus peuplées du pays. Le grand reportage est signé Georges Mitterrand et Kedja. C'est une journée comme une autre à la prison centrale de New-Bel. Certains détenus, amassés devant les grilles, guettent impatients l'arrivée de potentiels visiteurs. Si on les a connus bruyants et vindicatifs à ce même endroit dans les années antérieures, aujourd'hui, on est tenté de dire que les choses se sont améliorées. C'est dans le bâtiment réservé aux mineurs que nous ouvrons notre patrouille carcérale. Ici, une salle de classe de fortune est aménagée pour permettre à ces détenus, à peine rentrés dans l'adolescence, d'acquérir des connaissances. Nous savons aussi que, effectivement, l'histoire, ça ne se change. On a eu beaucoup de succès ici, on a eu 100% au CEP ici, et on a eu les brevetés aussi, pratiquement 50%. On est surtout marqué, dans cet arrêt, par la présence sur place d'un garçon de 13 ans, orphelin, incarcéré pour une affaire de vol de moto. Je m'accuse d'avoir volé une moto. Moi, je vais sortir pour rentrer chez moi. Mes parents, j'ai seulement la grand-mère avec mes 2 oncles. Plus loin, dans un bâtiment mitoyen, au dortoir des mineurs, on retrouve le quartier réservé aux dames. C'est l'un des plus propres de la prison. Les dames, ici détenues, se livrent à un entretien permanent du site. En plus de fréquenter leurs différents ateliers, elles ont le choix entre la couture, l'informatique, la coiffure et bien évidemment la cuisine. Nous avons la chance de rencontrer la sympathique Loveline qui décide de nous briefer sur le fonctionnement de ce quartier. Ici, quand on vient d'arriver, il y a les mamans qui nous prennent. On les prend comme nos mamans, ils nous prennent comme les propres enfants. Tu n'as pas de visite, tu les rends service, soit tu laves les assiettes, tu laves les habits, donc ils te donnent à manger. Si tu as besoin de quelque chose, ils te aident. Au-delà de sa sympathie, Loveline porte également dans son cœur des regrets. Aujourd'hui, je suis orphelin de père et mère, et c'est là où je comprends beaucoup de choses qu'ils ont voulu me bien, ils n'ont pas voulu de mal. Et c'est la vie de dehors, les amis, les mauvais compagnons qui m'ont amené ici. On quittera finalement Loveline pour se rendre dans le quartier des hommes. Et premier constat frappant,
Pas de choc olfactif. Comparé aux années antérieures, les détenus paraissent plus propres, ce qui atténue considérablement l'émanation d'odeurs agressives pour les sinus. Nous passons par les rues du carrefour baptisé Ndokoti. Et ici comme là-bas, les comptoirs de toutes sortes sont disposés. Poissons frits, braisés, boutiques improvisées. On se croirait presque dans le Ndokoti original. Au bout du carrefour Ndokoti, on a le quartier 20, réservé aux détenus aisés. Ventilateurs, écrans plats et même climatiseurs nous accueillent. Certains ont même droit à une relative intimité, renforcée ici par la présence de rideaux individuels. C'est décidément notre jour de chance dans la prison, car on assiste à un événement inédit, le partage de nourriture, constitué en grande partie de maïs, orné de quelques graines de haricots. Passons. La prison centrale de New Bell, c'est aussi le quartier Texas. On apprend des responsables pénitentiaires que c'est le plus propre chez les hommes. En plus, ici, artisans bijoutiers et tisserands se partagent la vedette. Nous y rencontrons d'ailleurs Ethel Panjo, le détenu le plus ancien de la prison centrale de New Bell. Il cumule 33 ans, avec à son actif quelques tentatives d'évasion. Si la prison centrale de New Bell est devenue un endroit relativement sain, malgré la promiscuité ambiante, c'est grâce à un travail de synergie effectif entre le régisseur et son équipe. Mais surtout, grâce à cet homme, Sama Terence Ndinga, le chef-service de la discipline des activités socioculturelles et éducatives, 33 ans à peine, est déjà impressionnant dans la gestion des pénitenciers. Quand j'ai été nommé chef-service, j'avais une certaine vision qui devait impulser, qui était ma vision à moi. Et là, le discours qu'on tient aux détenus, ils sont de plus en plus réceptifs. Explication sur le terrain. Et ça se démontre à plusieurs niveaux. Au niveau des animations, vous vous rendez compte que quand vous êtes dans la cour, aucun ne va se frotter à vous. Parce qu'il y a un gros travail de discipline qui est fait à la base. Vous vous rendez compte qu'ils sont plus propres. Parce qu'il y a un autre gros travail d'hygiène qui sont faits à la base. Mais, pour expliquer ça mieux, j'ai catégorisé ma vision et mes orientations sur le tableau que je mets derrière moi. Malgré le déploiement de Sama Terence Ndinga, à peine plus âgé qu'eux, certains détenus continuent tout de même de se livrer à de mauvaises pratiques. Mais une chose est certaine, c'est qu'une fois la nuit tombée et les rideaux baissés, ces délinquants d'un autre type se retrouvent seuls face à leur conscience. Et voilà donc pour le quotidien des détenus à la prison centrale de New Bell à Douala. Le premier centre de traitement post-récolte de cacao est opérationnel en Kok et Kogo. C'est un village de l'arrondissement de Monatélé dans le département de la Léquié. Il a été inauguré ce jour par le ministre du Commerce en présence du top management du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, mais également en présence des chocolatiers français qui sont eux demandeurs du cacao de qualité. Les précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Les producteurs de Kok et Kogo, dans l'arrondissement de Monatélé, département de la Léquié, n'ont plus droit à l'erreur. Ce grand bassin de production du cacao entre dans l'histoire, comme étant le premier à disposer d'un centre de traitement post-récolte. Tous les membres de la coopérative apportent leur cacao, fraîchement écabossé, pour qu'il soit fermenté dans ce hangar, dans les caissons de fermentation qui sont là. Vous en avez une centaine. Après 6 jours de fermentation, selon le protocole, votre cacao passe au séchage solaire en face, sur 7 traits, avec un petit toit et un plastique qui absorbe les UV du soleil pour accélérer le séchage. Un dispositif innovant qui balise le chemin en vue de la mise sur le marché d'un cacao haut de gamme et de qualité. Une initiative qui est à saluer parce que cette initiative met en contact direct les producteurs et les chocolatiers. Cela entraîne donc une réduction du nombre d'intermédiaires dans la filière, ce qui devrait normalement se traduire par une augmentation sensible au niveau du prix borchon. Au-delà de ça, il y a également des efforts qui seront faits en matière d'amélioration de la qualité.
L'inauguration de ce centre de traitement post-récolte est l'aboutissement d'un rêve, celui de Aristide Tiemchua, qui a réussi à toucher le cœur des maîtres chocolatiers français. Il manquait sur le chocolat que j'ai acheté l'année dernière un tout petit quelque chose qui est la fermentation. La fermentation, c'est le stade critique dans le chocolat. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est qu'avec la fermentation, on lui donne une palette aromatique qui soit très différente, faire en sorte que ce chocolat vous chatouille un petit peu les papilles et qu'il ait une longueur en bouche. Ça veut dire que la longueur en bouche, le goût va vous rester dans la bouche beaucoup plus longtemps. Et ça va être le bénéfice de la fermentation et ça va faire que ce chocolat, on va l'acheter beaucoup plus cher que le prix auquel il était acheté jusqu'à présent. Désormais doté d'un centre d'excellence, les producteurs de coque et kogo, regroupés au sein d'une société coopérative, visent haut. Maintenant qu'ils font des bonnes pratiques agricoles, leur credo. Nous sommes très bien organisés puisque quand on fait des récoltes avec les membres de la coopérative, nous allons de plantation en plantation. Notre coopérative compte 75 membres. En moyenne, un membre produit 3 tonnes par an. Donc soit 225 tonnes pour toute notre coopérative. On veut aller beaucoup plus loin. On a cette conviction et cette force et surtout cette niaque d'aller de l'avant. Une fois de plus, le gouvernement et le CICC, dont la professionnalisation des producteurs de cacao reste un défi suprême, marquent des points sur le chemin qui conduit au respect des bonnes pratiques post-récolte. Les pratiques post-récolte sont absolument indispensables. Lorsque vous présentez un produit de meilleure qualité, je peux vous dire que ça peut aller jusqu'à 8 € le kilo si les producteurs sont conscients de cet effort. Je suis sûr qu'ils n'auront pas assez peur. Vous avez vu nos artisans chocolatiers, la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France. Leur message est clair. Oui, nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs de ce cacao qui remplit ces critères. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en avant le goût, ils mettent en avant le terroir. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ce bonus d'un marché qui est un marché de niche, il faut respecter les critères. Et nous voulons multiplier ces centres à travers le pays. C'est un exemple. Avant l'inauguration du centre de traitement post-récolte de cacao de coque et kogo, le ministre du Commerce a échangé avec les chocolatiers français, regroupés au sein d'une confédération, celle des artisans chocolatiers et confiseurs de France. Les deux parties ont posé les jalons d'une coopération qui porte déjà de juteux fruits. Au Libéria, hors de nos frontières, donc, la décision de la Cour suprême de suspendre l'élection du nouveau président de la République suscite de vives réactions au sein de la classe politique du pays. La Cour suprême du Libéria en a ainsi décidé hier lundi en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours d'un parti de l'opposition. Julienne Bissaï et Nadine Guanfo. C'est une décision qui suscite de vives réactions au sein de la classe politique. La Cour suprême a interdit à la Commission électorale nationale, le NEC, d'organiser le second tour des élections présidentielles jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours de Charles Bromskin, candidat arrivé en 3e position au premier tour. Elle reproche à la NEC d'avoir fixé une date et préparé la tenue de ces élections sans avoir au préalable examiné les plaintes faisant état d'irrégularités et de fraude massive le 10 octobre dernier lors du premier tour. Les millions d'électeurs qui étaient appelés à se rendre aux urnes mardi 7 novembre 2017 pour départager le sénateur et ex-star du foot Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai devront patienter pour désigner le successeur de Len Johnson. La commission électorale a jusqu'au 22 novembre pour examiner le recours. Si elle invalide les résultats du premier tour, la Cour suprême devra appeler à la tenue d'une nouvelle élection dans un délai de 60 jours selon la Constitution. Toujours à l'étranger, République démocratique du Congo, nous le disions, l'opposition ne décolère pas. Elle continue de dénoncer ce qu'elle qualifie de manœuvre de la commission électorale. Selon l'opposition congolaise, le nouveau code de calendrier électoral donc rendu public use de manœuvres pour permettre au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'à la fin de l'année. Des précisions avec nos confrères de TV5 Monde.
La CENI prédit des élections transparentes et apaisées, mais le choix de la date du 23 décembre 2018 pour organiser le scrutin présidentiel est loin d'apaiser Kinshasa. Car un vote dans plus d'un an signifierait que le président Joseph Kabila se cramponnerait encore au pouvoir alors que son mandat officiel a expiré fin 2016. Du côté de l'opposition, sans surprise, on assiste à une levée de boucliers. L'UDPS dénonce la connivence de la commission électorale avec le pouvoir. Nous sommes dans une démarche constitutionnelle, une démarche soutenue par notre peuple. Nous voulons avoir une transition sans M. Joseph Kabila. Je ne vois pas pourquoi on doit perdre notre temps sur une histoire qui n'a pas d'avenir. La CENI en question ne rassure personne. Pour la presse, la CENI était sous pression de la communauté internationale et se devait de trouver un consensus entre les accords de la Saint-Sylvestre qui prévoyaient des élections cette année et la faisabilité du scrutin. Mais couper la poire en deux ne résout pas la crise politique et sociale. Le mouvement citoyen Lucha en appelle à la désobéissance civile. À travers toute la République, mobilisons-nous dans nos quartiers respectifs pour bloquer totalement les pays jusqu'au départ de Joseph Kabila, de tous les membres du gouvernement, tous les membres du Parlement, ainsi que tous les membres des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Mais même côte à côte, mouvements citoyens et opposition ont-ils les moyens de leurs ambitions? Ont-ils assez de poids pour pousser Joseph Kabila vers la sortie? Descendre dans la rue est aujourd'hui mission risquée en RDC. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À suivre juste après la suite des programmes sur Equinox Télévision avec votre grand rendez-vous de ce soir, Parole de femmes. À la présentation, Juline Guéignondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Se réadapte. De la sorte, il en conclut que l'approche du Cameroun sur la gestion de ce dossier est loin d'être rassurante. Les autorités camerounaises, contrairement aux autres pays de la sous-région, n'ont pas mis un cadre, une philosophie justement qui encadrerait ces retours volontaires. Et je crains au bout du compte que ce qui peut apparaître comme étant une très bonne nouvelle s'avère être une bombe que nous sommes en train de fabriquer. Au final, soutient-il, il y a lieu de cerner autrement cette question. Ce qu'il faut, c'est mettre en place un cadre légal qui définirait la philosophie même des retours des uns et des autres. Il faudrait également prendre en compte la trajectoire individuelle de tout un chacun. Voyez-vous, il y a qui sont partis pour des raisons idéologiques, avec eux c'est plus compliqué, mais il y a également qui sont partis pour des raisons économiques. Vous savez, ce programme devrait être le résultat d'une démarche réflexive. Des mises en garde qui, pour l'instant, sont loin des options du gouvernement dans ce dossier. Alors, Parlons de toute autre chose à présent. Les militants du RDPC se sont joints aux populations de Dokura-Karaï dans le Mayo-Sava, c'est dans la région de l'extrême nord, ce 6 novembre pour exprimer leur mal-être. Les meetings et autres rassemblements du parti au pouvoir, le RDPC, pour célébrer les 35e anniversaire donc de la session du président Paul Biya à la magistrature suprême dans cette partie du pays, n'ont pas attiré grand monde et n'ont pas prospéré. Ces militants ont saisi cette occasion pour dire un ensemble de difficultés qui traversent au quotidien. Des précisions dans ce reportage de Sylvain Hippolyte Zangaou et Amadou Daïro. Portant des chaises sur la tête, d'autres à la main, les populations de Dokura-Karaï, dans le Mayo-Sava, marchent dans les rues du village pour exprimer leur mal-être. À ces villageois, se sont joints des militants du RDPC qui ont abandonné les meetings et autres rassemblements du 6 novembre. Ici, l'objectif est le même, revendiquer des routes bitumées, de l'eau potable, l'accès à la scolarité et surtout les moyens de lutte contre l'insécurité avec la présence de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Ce 6 novembre 2017, jour de la célébration des 35 ans de la session de Paul Biya à la magistrature suprême, la localité de Dokura-Karaï a aussi vibré au rythme de la contestation par certains élus des agissements des élites qui ne se soucient pas du développement du village.
C'est ce qui a motivé le député Djamara Loursantou à marcher aux côtés des populations. Est-ce que vous avez vu la fête? C'est un répondant. Ces militants ont compris la détresse avec ce qu'on vit à l'extrême nord. Certains qui se croient manipuler l'opinion ont voulu prendre l'espoir de dessus sur eux. Nous disons non à cela. Après cette manifestation, les populations de Doukoula Karaï espèrent que leurs revendications seront désormais prises en compte. C'est l'une des innovations proposées par le projet de loi des finances 2018 qui sera donc examiné dès le 14 novembre prochain à l'Assemblée nationale. Il s'agit du paiement de la taxe foncière en même temps que votre facture d'électricité. Une innovation qui, comme les autres contenus dans ce projet de loi, vise à élargir l'assiette fiscale, cela au détriment de l'amélioration des conditions de vie des populations. Plus de précisions avec Donald Agnuzoa et Innocent Abega. Le projet de loi des finances 2018, bientôt soumis à l'approbation du législateur, fait la part belle au domaine fiscal. L'État diversifie davantage le recouvrement des impôts. Je vais vous prendre quelques exemples. Le premier exemple majeur, c'est que le timbre au niveau de l'aéroport, pour tous ceux qui voyagent à l'international, le timbre qui était à 10 000 francs passe à 20 000 francs. La deuxième chose, c'est au niveau de l'exportation, qui était de 0,15. La prison centrale de Newbel, comme vous ne les avez jamais vues, sans doute pour la première fois, des caméras de télévision ont réussi à aller capter la réalité de l'univers carcéral dans cette prison. Des images donc et révélations exclusives, des témoignages poignants du quotidien des détenus de la prison centrale de Newbel. C'est l'une des prisons les plus peuplées du pays. Le grand reportage est signé Georges Mitterrand et Kedja. C'est une journée comme une autre, à la prison centrale de Newbel. Certains détenus, amassés devant les grilles, guettent impatients l'arrivée de potentiels visiteurs. Si on les a connus bruyants et vindicatifs à ce même endroit dans les années antérieures, aujourd'hui, on est tenté de dire que les choses se sont améliorées. C'est dans le bâtiment réservé aux mineurs que nous ouvrons notre patrouille carcérale. Ici, une salle de classe de fortune est aménagée pour permettre à ces détenus, à peine rentrés dans l'adolescence, d'acquérir des connaissances. Nous savons aussi qu'effectivement, l'histoire, ça ne se change. On a eu beaucoup de succès ici. On a eu 100% au CEP ici. Et on a eu les brevetés aussi, pratiquement 50%. On est surtout marqué dans cet arrêt par la présence sur place d'un garçon de 13 ans, orphelin, incarcéré pour une affaire de vol de moto. Je m'accuse d'avoir volé une moto. Moi, je vais sortir pour rentrer chez moi. Mes parents, j'ai seulement la grand-mère avec mes deux oncles. Plus loin, dans un bâtiment mitoyen, au dortoir des mineurs, on retrouve le quartier réservé aux dames. C'est l'un des plus propres de la prison. Les dames, ici détenues, se livrent à un entretien permanent du site, en plus de fréquenter leurs différents ateliers. Elles ont le choix entre la couture, l'informatique, la coiffure et bien évidemment la cuisine. Nous avons la chance de rencontrer la sympathique Loveline qui décide de nous briefer sur le fonctionnement de ce quartier. Ici, quand on vient d'arriver, il y a les mamans qui nous prennent. On les prend comme nos mamans, ils nous prennent comme les propres enfants. Tu n'as pas de visite, tu les rends service, soit tu laves les assiettes, tu laves les habits, donc ils te donnent à manger. Si tu as besoin de quelque chose, ils te aident. Au-delà de sa sympathie, Loveline porte également dans son cœur des regrets. Aujourd'hui, je suis orphelin de père et mère, et c'est là où je comprends beaucoup de choses qu'ils ont voulu me bien, ils n'ont pas voulu du mal. Et c'est la vie de dehors, les amis, les mauvais compagnies qui m'ont amené ici. On quittera finalement Loveline pour se rendre dans le quartier des hommes. Et premier constat frappant, pas de choc olfatif. Comparé aux années antérieures, les détenus paraissent plus propres, ce qui atténue considérablement l'émanation d'odeurs agressives pour les sinus. Nous passons par les rues du carrefour baptisé Ndokoti. Et ici comme là-bas, les comptoirs de toutes sortes sont disposés. Poissons frits, braisés, boutiques improvisées. On se croirait presque dans le Ndokoti original. Au bout du carrefour Ndokoti, on a le quartier 20, réservé aux détenus aisés, ventilateurs, écrans plats. Et même climatiseurs nous accueillent. Certains ont même droit à une relative intimité, renforcée ici par la présence de rideaux individuels. C'est décidément notre jour de chance dans la prison
car on assiste à un événement inédit. Le partage de nourriture constitué en grande partie de maïs, orné de quelques graines de haricots. Passons. La prison centrale de New Bell, c'est aussi le quartier Texas. On apprend des responsables pénitentiaires que c'est le plus propre chez les hommes. En plus, ici, artisans bijoutiers et tisserands se partagent la vedette. Nous y rencontrons d'ailleurs Ethel Panjo, le détenu le plus ancien de la prison centrale de New Bell. Il cumule 33 ans, avec à son actif quelques tentatives d'évasion. Si la prison centrale de New Bell est devenue un endroit relativement sain, malgré la promiscuité ambiante, c'est grâce à un travail de synergie effectif. 5% au niveau des entrées informatiques qui proche pratiquement à 15 000 francs par pièce. L'autre innovation, c'est au niveau de la taxe foncière. Pour rendre plus efficace le recouvrement de la taxe foncière, le gouvernement s'apprête à couper l'acquittement de cet impôt au paiement mensuel des factures d'électricité. Le législateur entend percevoir la taxe foncière lors du règlement des factures d'électricité. Ainsi, nous quitterons d'une base qui est annuelle, parce qu'il faut dire que la taxe foncière est due le 1er janvier de l'exercice qui suit, et est acquittée au plus tard le 15 mars. Maintenant, avec cette réforme-là, la taxe foncière sera due par 12e. Donc chaque fois que vous payerez votre facture mensuelle d'électricité, la société de distribution d'électricité percevra le 12e de la taxe foncière qui est due sur vos propriétés. Un mode de règlement qui appelle à la vigilance des locataires. Pour les locataires, ils devraient faire beaucoup plus attention maintenant et produire leur contrat de bail enrichi pour qu'ils ne soient pas appliqués la taxe foncière de leur bailleur. Le projet de loi de finances 2018 qui a également l'intention de privilégier les projets prioritaires en cours dans les infrastructures pourrait laisser à la traîne l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous sommes à une échéance importante. Nous allons embrasser aussi bien les compétitions, l'organisation de la CAN, les élections générales, présidentielles et autres. Ça nécessite beaucoup de moyens. Donc on se rend compte que l'objectif n'est pas de booster l'économie, mais l'objectif plutôt de satisfaire aux engagements futurs qui attendent l'État. Donc c'est davantage un budget de consommation qu'un budget d'investissement. Or, quand on a un budget d'investissement, il n'est pas à espérer que cela ait un impact sur le panier de la ménagère. Il ne reste qu'à attendre l'issue de la session parlementaire du mois de novembre consacrée à l'étude et au vote du budget de l'État pour l'exercice 2018. En santé à présent, du sourire enfin pour cette femme guérie de fistule obstétricale à Douala. Il s'agit de ces désormais ex-patientes de Mercy Ship, le bateau humanitaire en séjour au Cameroun depuis août dernier. Ces dernières pourraient regagner leur domicile enfin et heureuses. Un espoir tout de même pour cette campagne humanitaire qui avait été très controversée à son début. Flavien Dongo. Des mélodies qui dégagent la joie. C'est pour célébrer la sortie d'hôpital de cette femme guérie des fistules obstétricales à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa à Douala. Georgette, la trentaine, se souvient des moments de honte qu'elle a passés et qu'elle renvoie désormais au calendrier grec. J'ai souffert avec la maladie sur 8 mois. On m'a opéré 2 fois. Cette fois-ci, présentement, je vais vous sans couche. Tous les jours, je porte les couches. Cette fois-ci, devant vous, c'est sans couche. Comme Georgette, 6 autres femmes venues du septentrion et après avoir passé 2, 14, 15, voire 20 ans de maladie, sont guéries grâce à l'opération Mercy Ship. Et c'est en langue vernaculaire qu'elles manifestent leur joie. Elle dit qu'elle a souffert de cette maladie, ça fait 15 ans. Donc, opération 3 fois. Elle remercie notre gouverneur. Elle dit qu'elle a souffert avec cette maladie, ça fait déjà 14 ans. Tout en fustigeant les actes humains qui conduisent aux fistules obstétricales, le gouverneur de la région du littoral a relevé que c'est une première victoire contre cette pathologie qui suit les femmes. On a du mal parfois à convaincre beaucoup de mamans qui souffrent de cette pathologie à venir, n'est-ce pas, subir cette opération salvatrice. Mais qu'effectivement, il y en a qui trouvent guérison avec l'intervention de Mercy Ship au Cameroun. Pour l'heure, 11 autres malades de cette pathologie viennent de subir des opérations chirurgicales sur la soixantaine enregistrée dans cette formation sanitaire.
Les portes de Mercy Chip restent encore ouvertes pour des femmes souffrantes des fistules obstétricales, car 500 malades sont attendus. Par rapport à cette pathologie, les portes restent encore ouvertes et nous souhaitons ainsi que tout le monde puisse ainsi convaincre encore ces personnes hésitantes. Vous avez vu des mamans qui en souffrent depuis 20 ans, depuis 15 ans, qui trouvent guérison aujourd'hui. Dans la page magazine de ce soir, nous faisons une immersion dans un village de la région du littoral, le village Missolet, situé précisément dans le département de la Sénégal-Maritime, une localité réputée pour ses activités liées à la pêche. On y rencontre en effet beaucoup de pêcheurs, un fait qui contraste quelque peu avec les origines de cette localité, puisque Missolet en langue locale veut tout simplement dire banane plantain. L'on découvre cette petite localité où il fait bon vivre, selon nos guides de ce soir, Gladys Tidje et Rodrigue Ngassi. Missolet est une localité située dans l'arrondissement de la Dibomba, département de la Sénégal-Maritime. Ici, la pêche est la principale activité. Sur les berges de la Dibomba, les pirogues sont disposées par dizaines. Quand le poisson se fait rare, les pêcheurs vont à la recherche du sable en profondeur. J'ai préféré sabler parce que je n'ai pas eu d'autres solutions à faire. Je n'ai pas fait la culture banane plantain parce que manque de financement, le terrain. Si j'ai le terrain et que j'ai le soutien, que j'ai le financement, je vais me jeter dans ça. Le manque de financement, l'absence de terre, décriée par ce pêcheur. Il est rare d'apercevoir des champs de bananes ou de bananes plantain à Missolet. Pourtant, le chef de ce village rassure, la terre est disponible. Il a d'ailleurs initié une campagne de sensibilisation pour édifier les populations sur l'importance de la banane plantain, sa richesse nutritionnelle et sur les techniques de sa culture. Missolet veut dire banane plantain mûr. J'ai donc décidé de faire de Missolet le village de la banane plantain mûr. Pourquoi j'ai choisi cette période pour lancer la banane plantain mûr? Missolet se trouve à 2 km du stade de Japouma. Ma vision est de faire de la canne que Missolet soit le creuset de nourriture pour ceux qui viendront à la canne. Pour réussir la culture de la banane plantain, il faut un minimum de connaissances, tant il existe diverses variétés et les techniques d'entretien doivent être maîtrisées. Le Centre africain de recherche sur bananier et plantain est venu accompagner les autorités traditionnelles dans leur volonté de sensibiliser les populations sur l'intérêt qu'il y a à s'investir dans la filière plantain. Nous leur avons donné toutes les informations nécessaires et suffisantes sur les technologies qui ont été développées par le CARDAP, notamment dans la production de semences, dans les itinéraires techniques pour reconduire les plantations. Dans la perspective de la Cannes Cameroun 2019, la localité de Missolet compte apporter sa contribution. Elle passe par la culture de la banane plantain, qui pourrait être commercialisée sous plusieurs formes. Cette initiative, au-delà de générer des revenus, vise aussi à restituer au village Missolet la plénitude de son nom. Et si vous passez par la Sénégal-Maritime, faites un tour à Missolet, vous goûterez sans doute à de la banane plantain locale. Je vous l'annonçais en titre, c'est ce grand reportage ce soir des détenus de... Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, le mouvement de reddition des combattants de Boko Haram à l'armée camerounaise préoccupe des spécialistes des questions sécuritaires. Ils sont une soixantaine à ce jour, ex-alliés de la secte islamiste Boko Haram à avoir, disent-ils, retourné leur veste. Des retours volontaires à prendre avec des pincettes selon ces spécialistes des questions de sécurité qui craignent que le Cameroun s'expose là à une nouvelle stratégie de dissimulation de la part de la secte islamiste. Ils plaident pour une meilleure
prise en compte de ce dossier stratégique par les pouvoirs publics. À suivre également dans cette édition du journal un grand reportage sur le quotidien des détenus de la prison centrale de Nouvelle à Douala, l'une des prisons les plus peuplées du pays. Des témoignages exclusifs, des images rares. Les caméras d'Equinox Télévision sont allées là où aucune autre ne s'était aventurée jusqu'ici. Vous entendrez cette immersion dans cet univers carcéral dans cette édition du journal. Et puis hors de nos frontières, l'opposition ne décolère pas en République démocratique du Congo. Elle rejette donc le calendrier, le nouveau calendrier électoral et accuse la commission électorale d'user de manœuvres pour permettre au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'à la fin de l'année. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. C'est un phénomène devenu récurrent depuis plusieurs semaines à l'extrême nord du pays. Des anciens combattants de Boko Haram qui décident donc volontairement de se rendre à l'armée camerounaise. Ils sont une soixantaine de familles à ce jour, soit près de 350 personnes à avoir, disent-ils, changé de camp. Sauf que ce mouvement de reddition inquiète les spécialistes des questions sécuritaires qui évoquent de possibles stratégies de dissimulation de la part de la secte islamiste Boko Haram. Ils évoquent des attaques que pourraient perpétrer ces nouveaux membres devenus donc des alliés du camp camerounais. Ils fustigent également la gestion de ce dossier par les pouvoirs publics. Des précisions dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Guizogo. Le mouvement de reddition des combattants de Boko Haram aux autorités camerounaises prend de l'ampleur. À ce jour, ce sont une soixantaine de membres de cette secte et leurs familles, soit au total près de 350 personnes qui se sont rendues. Le docteur Raoul Soumo, enseignant à l'université de Yaoundé 1, spécialiste des questions de sécurité transfrontalière, explique ces redditions par l'affaiblissement notoire de Boko Haram. C'est la preuve même de ce que les efforts déployés par les États de la sous-région portent. Il y a un déséquilibre capacitaire qui fait qu'aujourd'hui la secte est dans l'incapacité de mener des actions frontales contre les positions des forces de défense et de sécurité des différents pays. De même, la secte est dans l'incapacité d'utiliser, comme par le passé, les engins explosifs et improvisés. Pour autant, il indique qu'il faut prendre ces retours à la normale des combattants de Boko Haram avec prudence. Il est fort à craindre que ce retour se situe au moins dans le cadre d'une stratégie de dissimulation parce que, voyez-vous, Boko Haram a une grande capacité d'agir en dégradé. Cela, selon lui, du fait que quelques cas incitent à se montrer réservés. Une jeune fille qui a été accueillie récemment par sa famille à bras ouverts, mais au bout de 2-3 semaines, elle a égorgé ses deux petites sœurs et elle a bu le sang. Je crois que, voyez-vous, c'est des gens qui ont vécu pendant 3-4 ans dans le cadre d'une barbarie énorme, d'une sauvagerie énorme. C'est des gens qui ont vécu dans l'anarchie la plus totale. Il faut